Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Dream Nights. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Minute émouvante, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la toute première production de Zen Pictures, datant d'une époque où il n'avait pas encore autant de moyens et d'expérience que maintenant. Oui, je sais, dit comme ça fait peur. Si cette première production mettait déjà en scène des super-héroïnes luttant contre les forces du mal, elles avaient cependant comme particularité d'être ce que l'on appelle des U15 héroïnes. U15 étant l'abréviation de Under 15. En d'autres termes, U15 héroïne signifie héroïne de moins de 15 ans. Ouais, je sais, quand on voit ce qu'ils font avec leurs actrices adultes, ça non plus, c'est pas très rassurant. Mais même à l'époque où ils n'avaient pas encore sorti leurs autres films, ce n'était pas rassurant non plus. Parce que je vous rappelle que le grand patron de Zen Pictures, Shin Izawa, était jusqu'ici surtout connu pour être un producteur de films pornographiques. Donc, à moins qu'il n'ait vraiment été très clair et précis dans ses explications, à mon avis, toute l'étape du casting, dans la tête des parents, ça a dû donner ça. Alerte pédomère! En tout cas, pour cette première production, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, puisqu'ils ont carrément sorti une série de 3 films d'1 heure chacun, et qui étaient vendus sous forme de coffret. Que valent les premiers pas de Zen Pictures? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Le film débute donc par 3 fiches signalétiques des 3 héroïnes. Bon, sur le principe, je ne dis pas non, hein, c'est un bon moyen d'étoffer un peu leur background et de nous les faire mieux connaître. Même si je ne vois pas trop l'utilité scénaristique de savoir que l'une adore le bœuf stroganoff de sa mère et qu'une autre est fan de musique classique, mais pourquoi pas. Ceci dit, ce genre de fiche serait plus à sa place dans les bonus d'un DVD, et non en introduction du film, d'autant plus qu'elle dure 1 minute chacune. Le film débute réellement quand un musicien de rue interprétant une version acoustique du générique est soudainement attaqué par Roman de Robot Monster sans son casque. Le malheureux musicien est sur le point de succomber à une attaque de surjeu quand soudain... Non mais c'est vrai, ça quel culot ces super-héroïnes. Et d'entrée de jeu, on constate un premier souci dû au fait d'avoir choisi des actrices aussi jeunes. Leurs talents de combattantes ne sont vraiment pas au top. Et on peut en dire autant de leur jeu d'actrice. Ça n'empêche pas le monstre de battre en retraite en clignotant, avant de rejoindre sa maîtresse Salomé, qui n'a même pas les moyens de se payer un masque complet. Malheureusement pour lui, la maison n'accepte pas l'échec, et il paye le sien très cher. On enchaîne sur la jeune Miya Momoi, qui rencontre en rêve une certaine Aira, qui se présente comme la déesse de Dreamtopia, le royaume des rêves. Aira la prévient que Succubus, une organisation malfaisante résidant dans Nightmare, une dimension engendrée par les mauvais sentiments des humains, projette de conquérir notre monde. Désirant le protéger mais ne pouvant pas y intervenir directement, Aira a décidé de transmettre une partie de ses pouvoirs à 3 terriennes pour faire d'elles les Dream Knights chargés de protéger la Terre contre Succubus. Sitôt réveillée, Miya pique un sprint pour rejoindre l'école et percute en chemin une autre élève, Minto Yukimura. Une fois arrivée en classe et en retard, elles font connaissance avec une nouvelle élève, Aoi Shiratori. Les 3 élèves sympathisent et... ouais, bon, je crois que c'est pas la peine d'entretenir ce suspense plus longtemps, vous avez tous deviné que ces 3-là sont en réalité les Dream Knights. D'ailleurs, leurs noms civils font écho à leur nom de code. Ainsi, celle qu'on a vue dans la scène d'introduction, White Bunny, autrement dit Lapin Blanc. Lapin Blanc. Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle était en retard. White Bunny donc s'appelle en réalité Minto Yukimura. Yukimura signifiant village de neige, donc neige, blanc, white, tandis que Minto est formé par la combinaison de 2 kanji signifiant respectivement sommeil et lapin. Lapin, ouais. Lapin.
Pour Aoi Shiratori, alias Blue Swan, le signe bleu, c'est encore plus évident, puisque Aoi, écrit avec un kanji différent, signifie bleu, et Shiratori, cygne. Et enfin, Miya Momoi, alias Pink Cat, le chat rose, Momoi comporte Momo, qui veut dire rose, pink, et Miya, là je sèche. C'est peut-être une référence à l'onomatopée Nyan Nyan, qui est le cri du chat, ou alors c'est parce que Miya peut se prononcer aussi miné. Quant aux actrices qui les interprètent, eh bien il s'agit de Maya Takeyama, que nous reverrons probablement, puisqu'elle a joué dans plusieurs productions Zen Pictures de l'époque, Nana Tojo et Kotomi Onodera. Alors, au cas où vous poseriez la question, oui, c'est la petite sœur d'Ayumi. Plus tard, nos trois héroïnes se rendent à un concert réunissant moins de 20 personnes dans une cave, où un groupe interprète une version rock du générique. Mais Miya voit clair à travers leur déguisement, les membres du groupe sont en réalité des agents de Succubus. En l'occurrence Dark Widow, ainsi qu'un groupe de soldats habillés comme ceux de Shocker dans Kamen Rider. Et oui, même à ses débuts, Zen Pictures ne s'embarrassait pas d'originalité pour ses costumes. Ouais, dit avec autant de conviction, tu m'étonnes que personne ne la croit. Ah, là on vient de passer un filtre rouge, ça rigole plus. À l'exception de ceux qui sont tombés dans les pommes, le public s'enfuit, mais Minto se fait voler son médaillon et ne peut donc plus se transformer. Le problème, c'est qu'à ce moment du film, on ne l'a pas encore vu se transformer, donc on ne sait pas que son médaillon est son morpheur. Du coup, le suspense ne fonctionne pas. Elle le récupère heureusement grâce à l'intervention de Blue Swan, ce qui lui permet de se transformer. Ce qui permet à nos trois héroïnes de mettre Dark Widow en fuite, mais aussi de découvrir leurs identités secrètes respectives. Je précise cependant que ce n'est pas la première apparition de Blue Swan. On l'avait vu une première fois sur une série de photos prises par la tante journaliste de Miya. Eh oui, que voulez-vous, même à cet âge-là, les super-héroïnes ne peuvent pas échapper au paradis. Et une deuxième fois quand elle avait empêché Succubus de s'en prendre à un groupe d'enfants. Ça avait d'ailleurs tellement contrarié Salomé qu'elle avait passé ses nerfs sur Dark Widow à coups de fouet. Les Dream Knights doivent donc sauver les victimes du concert, parmi lesquelles figure la tante de Miya, qui se sont retrouvées dans le coma et avec un maquillage chelou après que Succubus leur ait volé leurs rêves et leurs espoirs pour en faire des bijoux. Malheureusement, Miya est tellement terrifiée par Succubus qu'elle n'a pas encore réussi à activer ses pouvoirs, par conséquent Minto et Aoi doivent agir seuls. Fort heureusement, Succubus leur a laissé plein d'indices, et pendant que l'une fait ses recherches sur internet, l'autre se rend utile en épongeant sa sueur comme si on était dans une salle d'opération. Tu sais quoi? Je me demande avec le recul si c'était pas un piège en fait. Miya apprend donc que ses deux amis ont été capturés et sont sur le point d'être exécutés. Et après un montage sobre, mais qui exprime finalement assez bien son hésitation entre son devoir d'aller aider ses amis et la terreur que lui inspire Dark Widow, Miya se rend donc à l'endroit où elles sont retenues prisonnières et trouve ainsi le courage nécessaire pour activer enfin sa transformation en Pink Cat. Elle parvient à libérer ses amis, et les Dream Knights, réunis pour la première fois, sont prêts à combattre, armés de leurs armes respectives, le Swanee Magnum, le Rabbit Blade et le Fenirode. Après avoir dégommé quelques sbires, elle se retrouve face à un deuxième Roman sans casque, Your death will be indescribable. qui, même s'il est assez balèze, sera quand même vaincu avec une facilité déconcertante. Honore! Dream Knights! Elles ont beaucoup plus de difficultés contre Dark Widow, qui semble pourtant se demander ce qu'elle fout là pendant une bonne partie du combat.
Oh, bravo, bravo, c'était encore moins crédible que la chute dans Assault Laser. Finalement, elles combinent leurs 3 armes et achèvent leur adversaire à coup de super attaque finale de la mort qui tue. Et une fois Dark Widow morte, les victimes du concert retrouvent leurs rêves et leurs espoirs, et tout rentre dans l'ordre. Passons à présent au deuxième film qui débute par... de nouveau les fiches signalétiques. On passe. Suivi d'un résumé du film précédent, on passe. Et enfin, après 6 minutes 45, le film peut enfin commencer avec une passante qui aborde une petite fille en train de dessiner avant de l'attaquer. Bon, en réalité, la passante était un agent de Succubus, Miss Mantis, jouée par Kisaki Tokumori de Mighty Ranger. Ah, je vous l'avais dit qu'elle était spécialisée dans les rôles de méchante. Quant à la jeune dessinatrice, c'était un membre de Dream Knights jouant les appâts pour la piéger. Et Miss Mantis s'enfuit pendant qu'elles affrontent les choqueurs de contrefaçon. Une fois de plus, Salomé n'est pas contente et passe ses nerfs sur Miss Mantis à coups de fouet. Puis elle lui fait part de son nouveau projet, enlever des artistes pour les obliger à réaliser un dessin qu'ils offriront à leur reine pour son anniversaire. Et tout simplement passer une commande auprès d'un dessinateur professionnel, vous y avez pensé ? Elle vient de marquer son approbation, là, ou elle a un chat dans la gorge ? Retour à l'école, dont je viens de remarquer que le nom comporte le kanji rêve. Subtilité. Où Aoi pose pour une de ses profs. Et on a à peine l'impression qu'elles se font chier, là. Ah, elle a fini, on va pouvoir voir à quoi ressemble ce dessin. Non mais elle se fout de qui, là? C'est juste une photo sur laquelle elle applique un fil Photoshop avant de l'imprimer. Même Idealize se donnait plus de mal quand elle pompait les dessins des autres. Après leur départ, la prof continue de faire semblant de dessiner, quand soudain, Miss Mantis fait son entrée. Vos paupières sont lourdes, lourdes. Néanmoins, elle croise Aoi qui la reconnaît aussitôt, mais a quand même la présence d'esprit d'alerter ses copines avant de commencer à les suivre. Et voilà, avec une filature aussi discrète, fallait s'y attendre. Heureusement que ces sbires sont aussi coopératifs au combat. Ça, c'est de l'affrontement épique, ça. Ceci dit, je reconnais que la scène où elles affrontent les sbires dans le terrain de jeu est assez fun. Malheureusement, Miss Mantis réussit à s'enfuir avec la prof, car nos 3 héroïnes ont été distraites par l'arrivée d'une femme qui, en voyant White Bunny, a une soudaine crise de flashback de scènes de combat auxquelles elle n'a jamais assisté. La seule explication logique, c'est que c'est une médium. En fait, cette femme est la mère policière de Minto, alias White Bunny, qui élève seule sa fille depuis que son mari, policier également, est mort dans l'exercice de ses fonctions. Et non victime d'une indigestion de flageolets, comme on pourrait le penser en sortant ce jeu d'acteur de son contexte. On comprend donc qu'elle surprotège sa fille, ayant d'autant plus peur qu'il lui arrive malheur à elle aussi. Et attendez une seconde, c'est seulement maintenant qu'elle comprend que White Bunny et sa fille sont la même personne? Mais alors, pourquoi quand elle l'a vu tout à l'heure, ça lui a causé ses flashbacks et... Oh, zut! White Bunny ayant dû prendre congé de ses amis pour suivre sa mère, Pink Cat et Blue Swan continuent leur enquête seuls, en imitant Bruce Willis dans Piège de cristal. Tu vois, je te l'avais dit qu'on pouvait passer à 2. Pour se rendre compte que leur super force ne peut rien contre une vulgaire grille. Eh ben, heureusement qu'elles étaient assez contorsionnistes pour se retourner dans ce conduit de ventilation. Et pendant que Blue Swan la couvre en affrontant les sbires, Pink Cat ouvre une porte et se retrouve aussitôt... sur une plage? Allô? Pétronus le Sage? Bonne nouvelle, on a enfin trouvé la porte sur l'été que tu cherches partout.
Ouais, c'est ça, Ginger Ale pour tout le monde. Salut! Si vous avez pas compris cette blague, lisez ce livre, il est très bien. Là, elle est attaquée par 5... Ah, pardon, 1... Non, attendez, 5... Non, en fait... Oh, mais mettez-vous d'accord, bon sang! De son côté, Blue Swan retrouve les otages. Malheureusement, il s'avère que la prof était en réalité Miss Mantis déguisée. Et d'un seul coup, elle se fait attaquer par des soldats... Ah, attendez une seconde. On a déjà vu cette scène. C'est un stock shot du premier film. Et aussitôt après, elle se retrouve de nouveau seule contre Miss Mantis. C'est quoi? C'est une erreur de montage? Non, parce que entre le résumé au début, les flashbacks et maintenant ça, j'ai l'impression que pratiquement un quart du deuxième film était déjà dans le premier. Finalement, White Bunny prend congé de sa mère, et c'est finalement une bonne chose qu'elle n'ait pas accompagné ses amis, puisque ça lui permet de découvrir le repère de Salomé, d'où celle-ci contrôle tout. Les ordinateurs de Salomé détruits, les Dream Knights se retrouvent enfin réunis face à Mantis, ainsi qu'à une armée de sbires toujours aussi coopératifs. Il n'y a qu'à voir comment cela reste parfaitement immobile en attendant que Blue Swan leur tire dessus, dans ce qui ressemble au rail shooter le plus facile de l'histoire des jeux vidéo. Ouais, c'est ça, repassez-nous la scène une deuxième fois, on n'avait pas bien vu la première. Le premier film ne leur suffisait pas, voilà qui recycle aussi des scènes de celui-là maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Pourquoi elle les a alignés? Ah, ok. ok. Ça c'était fun, j'avoue. Et finalement, elles utilisent leur super attaque finale de la mort qui tue contre Mantis, qui explose pas à l'endroit où elle se trouvait, mais en même temps ils n'auraient pas pu recycler l'explosion de Roman sinon, et les artistes qu'elle avait enlevés reprennent aussitôt leurs esprits. On a ensuite droit à une scène de réconciliation assez touchante quand Minto rejoint sa mère, tandis que Salomé, n'ayant plus aucun subalterne sur qui se défouler, passe ses nerfs sur ses ordinateurs. Ouais, vas-y, t'en as déjà pété tellement, on n'est plus un ou deux près. Quand elle est rejointe par la souveraine de Succubus, la reine Naga. Et le deuxième film se termine alors qu'Aira réunit les Dream Knights en rêve pour les prévenir de l'arrivée de la reine Naga et donc de l'imminence de leur affrontement final. On passe à la troisième partie. On passe... Et on retrouve nos héroïnes qui, à force de faire des heures sup pour combattre Succubus, ont plusieurs heures de sommeil à rattraper. Et oh, un peu de respect là, ils ont sauvé le monde quand même. Et pourtant, à peine réveillée, Mia se rendort à nouveau, mais cette fois brûlante de fièvre et dans un profond coma. Ne vous en faites pas, on va bien s'occuper de votre fille. Oh oui, on va bien s'occuper d'elle. Eh oh, toi-même d'abord. Mia est donc désormais entre les mains de Succubus. Et si vous pensez qu'elles vont en profiter pour la tuer dans son sommeil, c'est presque ça. Mais pas directement. Non, elle préfère employer la méthode Freddy Krueger, puisque Salomé et ses sbires s'introduisent dans son esprit pour la tourmenter dans ses rêves. Freddy Krueger... Les Dream Knights à Elm Street. En voilà une idée de crossover qu'elle serait bonne. Pendant ce temps, la mère de Minto a une nouvelle crise de flashback de scènes auxquelles elle n'a jamais assisté, tandis que sa fille et Aoi recherchent leur ami en montrant sa photo à toutes les personnes qu'elle croise. Et j'ai un petit souci de logique avec cette scène à cause d'Aya Katsuji. Bon, depuis le temps que je vous parle de l'actrice fétiche de Zen Pictures, vous devez la connaître. Eh bien, figurez-vous qu'elle jouait déjà dans ce premier film. Pas dans un des rôles principaux, encore que ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle qui ait fait les acrobaties à la place des actrices. Mais dans le rôle d'une des élèves de leur classe. Or, quand Minto montre la photo à un groupe d'élèves, Ayaka en fait partie. Autrement dit, elle montre la photo à une fille de sa classe qui connaît donc forcément déjà Mia.
Mais c'est pas tout! Quand c'est au tour d'Aoi de montrer la photo à un autre groupe d'élèves, Ayaka en fait également partie. Sérieusement, ils auraient quand même pu au moins l'habiller différemment pour que ça se remarque moins. Elles finissent par s'endormir sur un banc, ce qui permet à Aira d'entrer en contact avec elles et de leur expliquer que leur amie est prisonnière de ses propres rêves et que la seule solution est qu'elles entrent dans ses rêves pour la délivrer. Un léger souci cependant, elles ne disposent que d'un temps limité pour réussir cette mission, sans quoi elles resteront à tout jamais prisonnières de la dimension des rêves. À peine arrivées, elles sont attaquées par les sbires les plus stoïques du monde, mais l'avantage d'avoir une déesse dans ses relations, c'est qu'on peut toujours compter sur un bon déesse ex machina pour se sortir du pétrin. Aira et Towa Gozen, même combat. Et bien sûr, Succubus n'a même pas pensé à entraver Mia ou à la faire surveiller au cas où... Ah si, quand même. Ok, autant pour moi, j'ai rien dit. Mais elle est rejointe par ses copines, et on peut donc passer au traditionnel affrontement avec les sbires. C'est moi ou l'actrice est en train de chercher le réalisateur du regard parce qu'elle se rappelle plus ce qu'elle doit faire. Une fois les sbires éliminés, elles peuvent passer à la boss de fin de partie, à savoir Salomé. Seulement voilà, elles résistent à leur super attaque finale de la mort qui tue. Constantine, elle la retabasse encore un coup histoire d'attendrir sa chair. Cette attaque est tellement molle qu'elle mériterait un prix Nobel de la paix. Attends, elle est au moins à 3 km pour que le rayon mette autant de temps à l'atteindre, là. Ah ben non, 10 mètres à tout casser. Et là-dessus, elles lui rebalancent leur super attaque finale de la mort qui tue, et cette fois ça marche. Enfin, elle a quand même le temps de leur faire un long discours d'adieu. Tais-toi et crève! Ah, tout de même! Et évidemment, même pas à l'endroit où elle se trouvait. Mais les Dream Knights n'ont pas le temps de célébrer leur victoire, car la reine Naga leur lance un défi et elle détient leurs proches en otage. Proches qu'elle envoie les affronter après leur avoir fait subir un lavage de cerveau, et mon côté obsédé sexuel ne peut s'empêcher de constater que la mère de Minto ne porte pas de soutien-gorge. Par contre, c'est dommage qu'ils aient pas inclus la prof dans le lot, ça aurait été assez cohérent et ça aurait permis de faire un combat à 3 contre 3. Enfin, je dis combat, à peine 2 minutes après leur arrivée, un petit exorcisme et c'est réglé. Et on enchaîne sur la reine Naga qui leur fonce dessus avec un engin de chantier à 2 km à l'heure. Vous ne passerez pas! Vous ne passerez pas par là non plus! Bon, c'est pas grave, vu la vitesse à laquelle elle leur arrive dessus, elles ont largement le temps et la place soit de la contourner, soit de grimper sur le véhicule pour lui taper dessus. Ou d'essayer de le bloquer à la main. Ouais. Je sais pas, elles ont peut-être vu ce vieil épisode de Wonder Woman où Linda Carter arrête un char comme ça et elles ont voulu essayer. Je ne me lasse pas de ce rire, c'est presque aussi iconique que celui de Christophe Lambert. Parce que oui, finalement, sans raison, elles renoncent à leur rouler dessus et décident de faire du catch avec. Bon, en même temps, l'actrice qui joue Naga est une catcheuse, et ces deux sbirettes ont des masques de luchador, donc d'une certaine manière, c'est cohérent. Franchement, je sais pas si je dois alerter les services de protection de l'enfance ou éclater de rire tellement elle joue mal. C'est même presque flippant de constater qu'une gamine de 11 ans joue mieux qu'une catcheuse adulte. Finalement, elle se débarrasse des sbirettes et on peut passer au combat final contre la reine Naga. Un combat qui s'annonce long, épique et difficile. On n'a pas le temps, on a one shot avec notre super attaque finale de la mort qui tue. Quoi? On n'a pas le temps. Non, j'avais compris, mais vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas dégommer la super méga boss finale aussi facilement, alors que la sous-chef, il nous a fallu vous y répondre à 2 fois. Excuse-nous, tu disais? Moi, rien. Mais le public, il vous dit... Remboursez nos invitations. Erk, c'est quoi ça? Il pouvait pas exploser comme tout le monde. On enchaîne sur un speech d'Agra et tout le monde se réveille au milieu d'une pelouse.
Pourquoi pas l'endroit où elles étaient avant de perdre connaissance? Je sais pas. Ça veut dire que le combat contre Naga était dans leurs rêves? Que donc, quand elles ont été secourir leur copine dans ses rêves, c'était un rêve dans un rêve et... Alors, on va juste dire que... Ta gueule, c'est magique. Et c'est ainsi que se termine Dream Knights. Une première œuvre de Zen Pictures et... ça se ressent. On voit qu'ils ont très peu de moyens, les effets spéciaux sont calamiteux, les costumes sont cheap et assez bof. Ceci dit, si la forme laisse beaucoup à désirer, sur le fond, c'est pas mal du tout. Chaque film raconte une histoire assez différente, avec ses propres enjeux, et introduit même quelques conflits, comme les hésitations de Mia, ou la mère de Minto qui découvre la vraie vie de sa fille et craint pour sa vie. Bon, même si, dans les deux cas, c'est résolu relativement facilement, ça a au moins le mérite d'exister. Par contre, dans la troisième, on abuse un peu trop des Deus Ex Machina, je trouve. Les héroïnes sont en difficulté dans leurs rêves, Agra vient à leur aide. Leur super attaque finale de la mort qui tue ne marche pas contre Salomé. On recommence et cette fois ça marche. Elles sont attaquées par leurs proches, un exorcisme et c'est réglé. Naga s'apprête à leur rouler dessus, elles changent d'avis entre-temps. Pour ce qui est des actrices, bon, comme on pouvait s'y attendre vu leur âge, niveau jeu d'actrice et scène de combat, c'est assez maladroit. Malgré tout, c'est beaucoup moins catastrophique que ce qu'on se serait attendu, et on sent malgré tout qu'elles font de leur mieux pour nous offrir un spectacle de qualité. De plus, leurs personnages sont assez sympathiques, et ont des comportements cohérents avec leur âge, et leurs combats souvent agrémentés d'une bonne dose de fun. Même s'il faut bien reconnaître que les scènes habituelles de Zen Pictures, où les héroïnes s'en prennent plein la gueule pendant plusieurs minutes, quand c'est des gamines prépubères, c'est limite malsain, même si ça reste quand même très soft par rapport à ce à quoi ils nous habitueront par la suite. Au final, Dream Knights constitue une sympathique œuvre de jeunesse, aussi bien pour Zen Pictures que pour ses trois actrices principales, dont je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'elles doivent en penser avec le recul 10 ans plus tard. Mais si je peux me permettre, elles n'ont absolument pas à en rougir. Tiens-les! Elle perd son self-control, oh, oh, elle perd son self-control, oh, oh, elle perd son self-control, oh, 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 oh.